Le jeu, pour moi, là, ça va être pendant une quinzaine de minutes de lancer quelques pistes de réflexion. Mais je veux d'abord, bien sûr, remercier tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre, qui se déroule donc dans le cadre du LABEX Art et médiation humaine. Et je remercie Isabelle Moindreau d'avoir facilité à plusieurs reprises ce travail, ainsi que Yves Abriou. Elle est née donc d'échanges entre deux équipes, d'abord de Paris 8, littérature et histoire, et transfert critique et dynamique des savoirs, dirigée l'une par Tiffaine Samoyau et l'autre par Noël Batt et Yves Abriou, et le CRAL à l'EHESS avec Annick Louis, Jean-Marie Schaeffer. On remercie pour leur soutien aussi le Cérilac à Paris 7 et la Revue des idées au Collège de France. Bien sûr, le Centre Malheur qui nous héberge aujourd'hui grâce à Annette Vievorka. Les Archives nationales où nous serons demain grâce à Pierre Fournier. Et l'ENS Ulm où nous serons samedi grâce à Jean-Charles Darmon. Merci donc à tous mes collègues membres du comité scientifique et à tous les intervenants, en particulier ceux qui viennent de l'étranger. Merci à Lucie Campos et à Astia Kovregina en particulier qui ont abattu un énorme travail d'organisation pour cette rencontre. Et puis aussi à deux étudiants qui nous ont donné un gros coup de main sur la fin, Cyril Le Serre et Jumana Aliaziri. Alors ensuite, je veux vous prier de nous excuser pour tout ce qu'il va y avoir de raté, forcément, de tous les défauts que le colloque présentera, les manques, les absences. On regrette en particulier l'absence de nos collègues du Grill qu'on a prévenus un peu tard pour qu'ils puissent se joindre à nous. Certaines absences sont dues au changement de date en cours du projet, puisque le colloque était prévu d'abord en octobre. Il n'a pas pu se dérouler en octobre à cause des rencontres historiennes de Blois. Donc on l'a remis en janvier et ça nous a rendu impossible d'entendre Carlo Ginzburg, qui ne pouvait pas bouger de UCLA à ce moment-là. Et Gérard Massé, qui lui est en Afrique, comme il nous l'a dit, au pays Bamileke, pour mieux connaître les chefferies et assister au rite de funérailles du roi de Baling, un chef coutumier très important pour lui en ce moment. Et il regrette beaucoup de n'être pas parmi nous. Alors, Gérard Massé avait proposé de faire un dialogue avec Patrick Boucheron d'un côté au sujet de son livre « L'autre hémisphère du temps » et moi-même sur le goût de l'homme. Je voudrais dire un petit mot du livre « Le goût de l'homme » où il parle donc trois grands chercheurs et il en parle en écrivain ou plutôt en intime lecteur. Il évoque ce qu'il y a de fou et la dimension de rêve dans leur quête. Ce qu'elle doit à un imaginaire nourri de lectures littéraires, en particulier Griaule, c'est le premier, qui au pays d'Ogon a cru rencontrer Homère en Afrique, Dumézil, qui s'imagine passer dans la rubrique roman s'il s'avère qu'il s'est trompé avec ses trois fonctions, et Clastre, qu'il décrit fasciné par les rites cannibales chez les Indiens Guayakis, à la lumière d'un récit des Métamorphoses d'Ovide, l'histoire de Lycaon, donc roi d'Arcadie, devenu cannibale, et qui voulut même manger la chair d'un dieu et qui fut châtié pour cela par Zeus, qui le transforma en loup. Zeus fut tenté alors de se débarrasser de cette race humaine, parce que Lycaon avait aussi voulu manger ses enfants, race avide de carnage, et de la remplacer par une autre. Et de là, Gérard Massé saute au XXe siècle à ce qu'il en a été de ce vieux rêve d'homme nouveau. Et je le cite, « Il y a un moment où Lycaon triomphe, où Saturne réclame sa livre de chair, où Thomas veut des preuves. Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, veut mettre le doigt dans la plaie et lécherait peut-être le sang s'il était à l'abri des regards. » Le goût de l'homme, donc, c'est aussi le goût du sang. Si je cite Gérard Massé pour commencer mon petit propos, c'est pas seulement pour qu'il soit là un peu quand même, c'est pour évoquer à travers lui d'autres absents du colloque, les anthropologues. Nous avions pensé un moment multiplier les disciplines en fait autour du thème pour faire un peu de tiers. Il aurait fallu peut-être un philosophe chez les autophages que nous sommes. Mais et c'était plus tentant encore peut-être de faire parler l'anthropologie historique comme lien possible entre l'histoire et la littérature, en particulier sur la question de la violence historique. Mais nous avons pris le parti de cette frontalité littérature-histoire, au risque de se heurter à nos limites respectives, mais avec l'idée que peut-être faire apparaître ces limites ensemble, ce serait déjà bien. Je voudrais revenir à ce Thomas, le lécheur de sang qui veut des preuves. L'image rappelle, pour bien beaucoup d'entre vous, je pense, celle de Marc Bloch, le cofondateur des Annales, dans son Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, paru en 1949 après sa mort. Je le cite, Bloch, « Le bon historien ressemble à l'ogre de légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier.
Et Jacques Le Goff, lorsqu'il préface le livre en 1993, approuve et généralise. Il dit « L'histoire vise l'homme dans sa totalité. L'historien doit avoir de l'appétit. C'est un mangeur d'hommes. » Il compare alors l'historien à un théologien du XIIe siècle qui, lui, dévorait les livres, où il cherchait aussi à comprendre la vie et l'histoire. Il s'appelait Petrus Comestor, Pierre le Manger. Et je me suis dit peut-être que l'un des points communs entre nous et littéraires et historiens, c'était qu'on avait un gros appétit. D'ailleurs, c'est confirmé par le oui franc et massif que les intervenants ont dit à notre invitation au restaurant ce soir. Alors, ce thème de l'appétit, il apparaissait déjà, mais différemment, dans le recueil « Faire de l'histoire, nouveaux problèmes » en 1974, où Le Goff préfaçait avec Nora, et faisait un portrait de l'historien en conquérant, en aventurier. Il parlait de sa boulimie, de ses appétits, mais c'était les appétits de la nouvelle histoire, les années 70. Et donc, ils exprimaient un malaise devant ce qu'ils appelaient une dilatation du champ de l'histoire, du fait de la confrontation avec les sciences sœurs, l'ethnologie en particulier, mais aussi sociologie et économie. Et donc, ils demandaient, l'historien a-t-il encore un territoire? Et on trouve ici une phrase intéressante, l'histoire attend peut-être son Saussure. Les années 70, ils ne croyaient pas si bien dire. Les gros appétits de l'historien finissent par lui donner mal au cœur. Je résume le propos véritablement de cette préface. Il ne sait plus qui il est. Je cite, « Il ne peut plus être Michelet, géant aux pieds d'argile. Il ne peut être encore, point d'interrogation, entre parenthèses, Einstein. Homme de métier, il est toujours trop et plus assez un homme de l'art. » Trop et plus assez, c'est l'ambivalence dont parle Vincent de Ben dans L'adieu au voyage, l'ethnologie française entre science et littérature. Ce mélange de fascination et de rejet vient, à l'égard de la littérature, vient de ce que les sciences se sont constituées en s'émancipant de cette littérature au sens ancien de connaissance lettrée, et qui devient du coup à la fois le passé et le contraire de ces sciences, dans ce moment de différenciation que de Ben situe pour l'histoire à la fin du XIXe siècle avec Gabriel Monod. Alors on pourrait raconter les choses autrement, on pourrait situer la scission dans la création de la critique du document d'archives au XVIIe siècle, ou dans le passage d'Hérodote à Thucydide, dans l'orgueil de se distinguer de la fable. Aujourd'hui, les appétits de l'historien semblent aller du côté de la littérature, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, il me semble, comme si la nostalgie devait être assumée, ce qui suppose évidemment de reconnaître à la littérature maintenant un certain savoir, sinon d'y voir une science sœur. Et ce moment est important, il marque une possibilité de dialogue qui, à mon avis, n'existait pas jusqu'ici. Il est difficile de dialoguer avec une nostalgie ou un inconscient. Alors donc les questions qu'on peut se poser, je vais essayer de les résumer. Cette nostalgie de littérature, qu'avait-elle à voir avec la littérature, la vraie je dirais, et ses propres mutations historiques, épistémologiques, qui se raconte elle aussi d'ailleurs comme une histoire d'émancipation, d'autonomisation et de dilatation, d'expansion en plusieurs temps et de plusieurs manières. À la fin du XVIIIe siècle, quand la littérature est élevée au rang d'absolu littéraire par les philosophes de l'Athénéum en Allemagne, quand se constitue un champ littéraire autonome, légiféré par les seules règles de l'art, deuxième moitié du XIXe siècle, analysé par Bourdieu, le moment du formalisme russe et de ses suites, et donc ce linguistic turn, le tournant linguistique, où on peut voir une espèce une forme extrême de dilatation, au point que les historiens s'en sont sentis menacés, puisque ce tournant linguistique faisait des émules au sein de l'histoire sociale en Grande-Bretagne et dans l'histoire intellectuelle américaine. Je fais allusion au colloque de Cornell en 1980, organisé par la Capra et Kaplan. Et aussi aux réactions qui se sont exprimées 10 ans plus tard chez Friedländer, chez Ginsburg, puis chez Ricoeur, dans leur rejet du relativisme rhétorique aux dépens de Hayden White, avec le débat qui s'est cristallisé autour de la Shoah. Il me semble qu'il y a eu là un moment d'extrême confusion. Le tournant linguistique a été un malentendu fondamental, en tout cas pour les rapports entre littérature et histoire. La focalisation sur le langage et la rhétorique s'est faite au détriment de la linguistique de l'énonciation. C'est pas benveniste qu'on a choisi là, c'est plutôt Saussure. Détriment de la poétique, détriment du texte pris au sens philologique, me semble-t-il. Et s'est ajoutée à cela la cacophonie autour de la fonction auteur, puisque la disparition de l'auteur
n'a évidemment pas du tout empêché que tous veuillent rester auteurs ou même le devenir, y compris les historiens. Je crois que nous traînons ces malentendus aujourd'hui encore dans la poétique du savoir des philosophes, à un moment où, par ailleurs, les études littéraires connaissent un nouveau phénomène de dilatation, c'est-à-dire le dépassement des genres littéraires aristotéliciens et l'intégration des genres factuels, littérature journalistique, mémoire, témoignage. Alors, il y a une histoire des usages qu'a fait l'historien de la littérature en France. Il y a une histoire sociale du livre et de la littérature comme pratique et institution. Je pense au travail de Judith Lioncan et d'Ina Ribard en particulier. Il y a une histoire de l'idée de littérature et il y a une histoire du concept d'histoire. Mais ces deux histoires ne s'occupent pas l'une de l'autre, me semble-t-il. Lorsqu'elle s'écrit, l'histoire de l'idée de littérature s'articule à celle de philosophie et pas à celle d'histoire. Il y a des choses chez Foucault, mais il ne fait pas systématiquement, et Ginsburg ni Koselleck ne le font, même si tous les deux procèdent en philologue. Koselleck revenant à Grimm dans sa réflexion lexicologique sur l'histoire, sa distinction Geschichte, Historie, l'histoire, l'historiographie. Et Koselleck a pris le soin de différencier la théorie de l'histoire et l'herméneutique des textes au nom de l'extériorité du réel au langage, même si on y accède par le langage. Au fond, Ginsburg a dit la même chose autrement dans sa critique de Hayden White. Et Nora, encore récemment dans le débat, le numéro L'histoire saisie par la fiction, en 2011, lorsqu'il rappelle l'absolu principe de réalité de l'histoire, après avoir fait pourtant un éloge absolument dithyrambique de Jonathan Littell. Alors d'ailleurs, il me semble qu'il y a là un symptôme extrême de l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure et même de la confusion, parce que si on regarde la manière dont Nora définit à cet endroit-là les frontières entre le roman et l'histoire, il croit parler de l'histoire et chaque chose qu'il dit pourrait en fait être assumée ou revendiquée par le romancier, sinon le philologue. Alors, toutes ces questions qui se focalisent, qui ont commencé par cette nostalgie de littérature chez l'historien et qui se sont transformées en un débat sur la littérature, l'histoire entre science et art, ce binôme-là, science et art, il a, je crois, laissé place à un autre qui est histoire et mémoire. En 1982, Joseph Yerushalmi écrit dans Accords, Histoire juive et mémoire juive. Il n'est pas nécessaire que nous prenions part au débat aujourd'hui fastidieux sur l'histoire comme art ou comme science. C'est un vieux débat qui ne fait que perpétuer une illusion, que le contenu d'une recherche historique puisse être séparé de sa forme d'exposition. Le divorce entre l'histoire et la littérature, je le cite toujours, a eu des effets désastreux sur l'écriture, tant de l'histoire juive que de l'histoire générale. Et Yerushalmi évoquait cette question à propos de la résistance du mythe à l'historiographie dans la mémoire collective. Et d'après lui, l'œuvre d'art est un substitut contemporain au mythe qui manque à proportion que l'histoire s'en détache, l'historiographie s'en détache. Alors, je crois que le mythe, c'est une autre question dont se saisissent les historiens. Je crois qu'il y a un colloque qui s'organise sur cette question du mythe entre historiens. Et il est évident qu'on est là dans un retour à la question du processus de sécularisation. On pourrait voir la bipartition entre histoire et littérature comme un des effets de ce processus. Dans le volume Faire l'histoire, dont je parlais tout à l'heure, il y a un texte de Michel de Certeau, entre autres, qui s'appelle L'opération historique, je pense que beaucoup le connaissent ici, où on lit à propos du retour aux faits dont Venn serait le champion, ceci, chaque historien reste un poète du détail et joue, comme l'esthéticien, sur les 1000 harmoniques qu'une pièce rare éveille dans un réseau de connaissances. Et il dit aussi, de Certeau, les formalismes donnent aujourd'hui une nouvelle pertinence au détail qui fait exception. Venn serait donc celui qui a intégré le détail dans l'analyse structurale. Donc ici, l'historien semble avoir trouvé son Saussure déjà, ou son Jacobson. Mais de quel formalisme s'agissait-il ? Jeu d'harmonique, réseau, structure, système, c'est un langage d'époque. On retrouve d'ailleurs cette articulation du détail et de la structure jusque chez Raoul Hilberg. Quand Todorov interroge Jacobson en 1972 pour le faire parler de son passé russe, de son rapport aux avant-gardes et bien sûr de la création du cercle linguistique de Moscou, il l'interroge sur une phrase qui avait eu beaucoup d'écho, en particulier en France, qui en avait encore dans les années 70 beaucoup. Si les études littéraires veulent devenir science, elles doivent reconnaître le procédé comme leur personnage unique. Jacobson répond
Procédé, ce n'était pas le bon mot. Je résume. L'étude littéraire n'est pas un catalogue de procédés, mais l'étude d'une dominante, et il reprend ce terme de dominante. Et il explique, entre une phrase de Lautréamont et une phrase d'Einstein, la différence n'est pas dans l'idéologie ni le sentiment, même si on peut les étudier de ce point de vue-là. Rien ne sera compris si on oublie que la dominante, l'élément qui forme l'œuvre littéraire comme telle, c'est la littérarité, l'orientation nécessaire vers le signe poétique, le système des signes. Autrement, tout se perd, autrement, c'est la contrebande. Et lorsqu'on lui pose la question du beau, il dit, ça fait partie du procédé, le beau, et il faut se poser la question, pourquoi c'est beau, non pas dans l'absolu, mais par rapport au contexte de tout le développement littéraire et culturel. Et là, Jacobson dit refuser l'antinomie entre histoire et structure. Il faut voir les changements comme une structure, hein, mais en commençant par un petit travail de détail. Alors, quel rapport y a-t-il entre la poésie du détail dont parlait de Certeau et ce détail-là dont parle Jacobson, hein? Quel rapport entre la forme d'exposition de l'historien dont parle Yerushalmi et la dominante de Jacobson? Beaucoup de temps, bien sûr, a passé depuis ces débats-là. On est revenu du rêve de scientificité théorique, dans les lettres en tout cas. On ne parle plus beaucoup le langage de la structure ou différemment. Le formalisme a déserté les études littéraires, mais pas le désir de scientificité, en tout cas pas chez tout le monde. Il y a un autre absent, un grand absent à ce colloque, et cette absence, le regret de cette absence, le regret qu'il ne soit pas là, ici devient du chagrin, puisque c'est Jean Bollack qui a disparu le mois dernier. Il m'avait envoyé un petit mot pour dire que cette question-là, littérature, histoire, telle qu'on l'a posée, était au cœur de ce qu'il avait toujours occupé, mais qu'il avait besoin de temps pour achever d'écrire ce qu'il voulait écrire. Bollack a dit avoir passé son existence à, je le cite, donner son statut au texte, étude que, dans une structure de division du travail, les philosophes ne font pas. Le propre de la philologie, discipline, je crois, au statut très étrange aujourd'hui, hein, elle est à la fois présente et absente, c'est peut-être d'ailleurs un des points aveugles des historiens, mais pas seulement des historiens. Cette discipline a une exigence de scientificité spécifique pour Bollack, c'est l'historisation radicale, comme il le dit, hein, contre les mythes, je le cite aussi, de la subjectivité de l'interprète, du sens indécidable et de la lecture infinie. Il y a, dit-il, nécessité d'un arrêt sur un sens de l'œuvre. Et ce moment-là, scientifique, précisément dans la philologie, est exigé par ce qui, dans le texte, a un jour inventé quelque chose et qui demande au philologue de saisir la construction d'un sens dans la contingence historique de l'œuvre. Ce qui suppose, dit-il encore, je le résume, au préalable, d'acquérir la connaissance du contexte historique, c'est-à-dire des textes littéraires connus de l'auteur à l'époque. Il faut savoir, dit-il, ce qu'il pouvait dire et ce qu'il voulait dire. Et tout ça, c'est long. Ça demande une acquisition dans un temps long. Il n'est pas moins scientifique, à la fin, dit-il encore, de comprendre ce dont il s'est véritablement agi, d'exposer le problème d'interprétation auquel on se heurte et de discuter rationnellement les solutions. Alors, cette discussion rationnelle, Bollack a dit qu'il n'avait pas pu l'avoir véritablement, en fait, à propos de l'œuvre de Paul Celan, mais il l'a eu pour la Grèce antique, en particulier avec Vernon et d'Étienne, pour qui il y a deux espèces de philologues, hein, je le cite, ceux qui pensent et ceux qui s'en dispensent. Bollack était évidemment pour lui des premiers, malgré des désaccords très nets, précis entre eux deux, et avec Vernon aussi, précisément sur le statut du texte littéraire, hein, et sur l'usage du mythe dans son interprétation. Et chez Bollack, il y a aussi, très vive, très virulente même parfois, une critique et une histoire de l'institution universitaire. En cela, Bollack reprend quelque chose que disait Walter Benjamin dans les années 20, en particulier dans un texte qui s'appelle « Histoire littéraire et sciences de la littérature », où Benjamin se plaignait de l'effondrement du niveau de l'enseignement des lettres. Hein, entre idéalisme et positivisme, il y avait toujours, disait-il, le même esprit antiphilologique. La critique devrait se battre avec des œuvres, je le cite, plutôt qu'avec des figures ou des mouvements. Et pour cela, il faudrait retrouver l'ascèse philologique des frères Grimm. Alors, bien sûr, Benjamin ajoutait à ça le projet de faire autre chose qu'il appelle faire de la littérature un organon de l'histoire, hein, c'est-à-dire pas seulement évoquer le contexte historique d'une œuvre, mais montrer dans le temps qui a vu naître l'œuvre, le temps qui le connaît, c'est-à-dire le nôtre. Et dans cette rencontre du passé et du présent, il y a tout un messianisme de l'attente, hein, il y a une certaine philosophie de l'histoire qui renvoie à la délivrance, hein, mais je pense que la réflexion sur l'histoire et la littérature passe aussi justement par la question du salut, ou en tout cas de la justice.
Je dirais un mot de cette question de la division du travail encore. De Certeau invitait à une sociologie de l'historiographie. Il invitait à voir dans l'histoire la discipline historique, le produit d'un lieu social, le résultat et le symptôme d'un groupe, un groupe qu'il voyait comme frappé de tautologie socioculturelle, disait-il, avec des positions de défense, d'autorité, de repli. Il y a, dit-il dans ce texte, 3 manières de reconnaître un ouvrage de valeur en histoire. Premièrement, être reconnu par ses pairs. Deuxièmement, cet ouvrage peut être situé dans un ensemble opératoire. Troisièmement, il représente un progrès, il rend possible de nouvelles recherches. Il me semble que le 1, être reconnu par ses pairs, n'est plus évident en ce moment. Il me semble que l'historien semble non seulement s'adresser à un public plus large, mais s'adresser à d'autres pairs, c'est-à-dire les littéraires, un autre groupe frappé, lui aussi, à sa manière, de tautologie socioculturelle. Certains historiens pratiquent une écriture qui, si elle ne vise pas la littérature, travaille sa forme, joue avec l'idée de beaux textes, et d'autres parlent même de savoir de la littérature. Je pense bien sûr au numéro des Annales, dirigé par Étienne Anaïm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces sorties ou ces fugues hors du groupe des pairs sont destinées à élargir le public, ou est-ce qu'elles rendent possible de nouvelles recherches par un nouvel ensemble opératoire? Quelles raisons et quel réel cela sert-il, ou quelle critique de la raison ou du réel font ces historiens? En quoi ce trouble dans la parité, on peut appeler ça comme ça, concerne-t-il la vérité? Cette vérité que Gérard Massé, pour le reprendre, décrit à propos de Dumézil comme, je le cite, « cette dame inconstante ». Ce qui n'empêche pas le chercheur, je le cite toujours, de lui faire une cour assidue, avec un protocole, des manières, des subtilités que n'aurait pas renié l'amour courtois. Est-ce que les subtilités s'affinent ou est-ce que les protocoles se brouillent lorsque les disciplines se croisent? Il y a des protocoles à la mode en ce moment, la fiction en histoire, la contrefactualité, en littérature l'enquête sur archives ou le témoignage fictionnel. Est-ce qu'en allant vers l'autre, en chippant ces protocoles, on veut multiplier ses chances auprès de la dame? La dame, d'ailleurs, plutôt qu'inconstante, en ce moment semble double, car on dit beaucoup qu'il y a une vérité historique et une vérité littéraire, ce qui me semble un moyen d'avoir la paix, mais pas du tout de comprendre quoi que ce soit. Et les sujets restent difficiles, par exemple celui-ci, est-ce que la rencontre du littéraire et de l'historien dans le témoignage est une vraie rencontre? Que s'y passe-t-il exactement? Leur rencontre actuelle dans l'archive est-elle un mirage? Le goût de l'archive, l'humain de l'archive? Faut-il parler là d'un mythe de l'archive, voire d'un romantisme de l'archive, comme le dit Ivan Jablonka, qui y voit même une forme d'impuissance? Et enfin, pourquoi les mots vérité et mémoire nous sautent-ils à la figure aujourd'hui, après des décennies de modernité, d'autoréférentialité, de textualité, de postmodernité? Parce que c'est bien à ça qu'on doit l'idée d'un retour de l'histoire ou d'un retour au réel dans la littérature et les études littéraires. D'où nous vient cette frénésie mémorielle, ce besoin de vérité, évidemment de l'histoire du XXe siècle, avec sa violence politique et sa destructivité particulière, sa puissance de mensonge et d'effacement, qui en fait en appeler à la preuve ou au témoignage, ou aux deux, et qui donne tant de poids et de prix à l'archive. La vérité selon Hérodote et Thucydide, qu'a-t-elle en commun avec nos quêtes de vérité? Ou encore la vérité selon Homère ou Hésiode. Quoi de commun entre la vérité moderne, qui ne cesse de se dédoubler et qui constamment se prend les pieds dans le cercle de la preuve et du témoignage, et l'aletheia religieuse dont parlait d'Étienne dans Les Maîtres de vérité, cette vérité assertorique qui ne s'opposait pas au mensonge mais à l'oubli, aletheia étant bordée par son ombre, l'été. Cette vérité archaïque, si étrangère à la nôtre, était pourtant elle aussi indissolublement liée à la mémoire, Mnémosyné, elle-même mère des muses, dotée du privilège de dire la vérité, ces déesses qui font voir aux poètes ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Mais cette mémoire-là, cette mémoire poétique, était celle des exploits des vivants, tandis que la nôtre est plutôt la mémoire des morts. Nous avions un moment prévu pour la photo de l'affiche et du dépliant de reprendre l'image du frontispice de l'apologie pour l'histoire de Marc Bloch, c'est-à-dire la figure grecque de l'Aède qui regarde en arrière comme l'homme assis à côté de lui et qui l'écoute. Et puis nous avons choisi une autre photo qui renvoie tout à fait au contemporain, au contraire, à l'ultra-contemporain même. C'est une photo d'Andrew Goodall qui date de 2009 et qui renvoie à l'œuvre de Sebald. C'est la photo d'un paysage dont il est question dans son roman Austerlitz. C'est la colline de Pétrine au centre de Prague, qui dans le roman est un lieu d'enfance revisité par le héros longtemps après la perte des parents à Auschwitz.
Dans sa littérature, Sebald fait grand cas de la vérité et de certains historiens, celui de Theresienstadt, Adler en l'occurrence, mais il joue sur l'idée et l'effet de document y brouille constamment les frontières, et c'est ce brouillard aussi qu'on voit bien sûr dans l'affiche. Cet auteur semble séduire et attirer aujourd'hui les historiens autant que les littéraires. Pourquoi, en fait ? Pourquoi cette méthode d'hallucination du réel qui a chez Sebald fascine-t-elle aussi les historiens ? C'est une fascination d'époque, sûrement, et qui vient sans doute du fait que la mémoire est plus occupée à ressusciter les morts ou à comprendre leur disparition qu'à louer comme avant les exploits des vivants, ou même à comprendre leur mentalité ou leur mouvement de civilisation. À moins que de ces mouvements de civilisation, justement, on ne décide de réécrire complètement l'histoire en partant d'ailleurs, non plus de l'Europe, mais par exemple de l'Asie, comme fait Jack Goody dans Le vol de l'histoire, comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde. C'est ce titre qui a inspiré le titre du débat qui aura lieu vendredi soir, où il sera question de l'histoire coloniale et postcoloniale, approchée à travers le prisme de l'histoire non écrite ou des archives falsifiées ou détruites. Et c'est une volonté de décentrement plus générale, un essai de décentrement qui a inspiré la deuxième table ronde tout à l'heure, qui aura lieu après l'état des lieux de la question telle qu'elle se présente en France à travers les 4 revues, Annales, Écrire l'histoire, Labyrinthe et Tracé. Et c'est cette volonté de décentrement, je termine, qui m'a poussée aussi à revenir en arrière et à parler des absents, ceux qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là, plutôt que de réexposer les motifs et les débats ultra-contemporains que chacun a en tête et dont on va maintenant discuter. J'ai voulu auparavant faire réapparaître une couche temporelle moins visible, mais que nous avons en mémoire, je crois, de manière plus ou moins claire, les uns et les autres, et qu'il fallait, à mon sens, expliciter avant de s'interroger sur cette conjoncture contemporaine dont va parler maintenant François Hartog, que je remercie beaucoup d'inaugurer ce colloque. Alors François Hartog, il est à la fois helléniste, il est philosophe du temps et historien de l'histoire, on va dire, auteur, entre autres, de Le miroir d'Hérodote, essai sur la représentation de l'autre, Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps, en 2002, et Évidence de l'histoire, ce que voient les historiens. À vous, François, merci.